Bonjour, chers amis. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses vraiment pour ce retard. Désolée. Je sais que je vous avais dit qu'on se verrait à 15 heures, mais j'ai eu des petits contretemps de dernière minute. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Bonne fête de l'indépendance à la RDC Congo. Ma joie aurait dû être complète, mais ma joie est entamée parce que la communauté juridique en République démocratique du Congo est en deuil parce que nous avons perdu le premier président de la Cour de cassation. Toutes mes condoléances à sa famille, à la famille judiciaire, au monde judiciaire du Congo et à tous ses proches. 60 ans d'indépendance. Bonne fête de l'indépendance Israël. Joe Kambila, bonne fête. Luki Lukalu, bonne fête. Ali Boukadi, bonne fête. Masolo ya umukamate. Bana mukamate ou bana mukamate pas. Bako mukamate. Je voulais qu'on échange un peu sur la situation au pays, notamment l'affaire du vice-premier ministre Yakasende Tunda qui a été interpellé. Il y en a qui parlent de non-lieu, qui ne sera pas poursuivi. De quoi en est-il? Bako Kamate. Et vous savez, nos politiques, il y a droite. Oh, le Congo de nos ancêtres. Nous avons des appartements nationaux. Hein? Bon, moi, je suis maman congolaise. Bon, ils ont les poutatés, mais bon, c'est à l'africaine car. Bonne fête de l'indépendance, Chiba. Bonne fête de l'indépendance, Israël, Serge, Kabeya. Jean-Éric Badibanga. Bonne fête de l'indépendance. Pourquoi tu as une larme, Jean-Éric? Pourquoi tu as une larme? Un jour à 60 ans, comme ça. Tati Loukoussa, bonne fête de l'indépendance. Biso wana bana 1960. Kakaboy. Les rois Baudouin qui kakaboy. Biso wana. Toubakidi. Tozouye. Julien Sharon, l'aigle royal, bonne fête de l'indépendance. Jonathan Kassongo, bonne fête de l'indépendance. Ah, bonsoir, sorry. Bonsoir. Bon, indépendance, tcha-tcha. J'aime beaucoup cette chanson. Surtout en cette journée mémorable, j'aime beaucoup cette chanson. Ça nous rappelle nos héros. Notre héros national, Yassikaya Fresh. Kassavubu. Un président très calme, mais une force tranquille qui a accompli des grandes choses. Bonne fête de l'indépendance, Chiba. Maman Rachel, des gros bisous. Mouais. Bonne fête de l'indépendance. Bisoban en 1960, banda obinaka aboué. Les rois Baudouin Zulu batozo binaka aboué. Oh, I salute my sister, my sweet, lovely sister, Mbelu Panda, Wamutoboji, all the way from Abuja, Niger. You too much, oh, Niger. Atsu, they love you. Mouah. Bonne fête de l'indépendance. Eva Simon Chiswaka, bonne fête de l'indépendance. Gaylor Kevin, bonne fête de l'indépendance. Bon, je voulais qu'on échange un peu sur la situation qui se passe au pays. Mais la situation de baby, c'est indépendance. Tout selon le lobby. Tout selon le lobby. Le lot Masolo a bien, Masolo a bonne humeur, tout sur la Masolo a discours à président. Youpi! Youpi! Masolo a discours à président. Alain Chimanga, Patrick Kassanda, bonne fête de l'indépendance. Discours moi à Kitoko. Discours moi comme on laisse Batumapa. Pour des discours et laisser Batumapa. Homme de Dieu Nico Malobo, le vaillant. Discours et président et laisser Batumapa.
Subitement, au babine français, tout à coup. Batubayebi pris à mapa. Lipa ya 300 francs. Beaucoup li à mapa, non, bolé ma patin. Bonne fête de l'indépendance. Yes. Bon, tout le belaka ma kambongo à droit parce que il y a un de te préparer qui pour Nabuno. J'ai fait une petite analyse pour vous comme d'habitude. Aïe, Bandeko. Baby Kenga, sincèrement, je n'ai pas encore maîtrisé la possibilité de pouvoir parler en direct et lire mes messages. Et puis les messages, quand vous me les envoyez, là, ça apparaît sur mon écran. Et puis ça couvre certaines écritures, fait que j'arrive pas à lire. Déjà, j'ai du mal à lire vos questions. Alors les messages, là, ça me perturbe un peu. Je sais pas, peut-être qu'il y a une façon de faire. Je veux me renseigner pour apprendre, mais vraiment les messages, là, ça, la manie de me distraire comme c'est pas permis. Ça va plus. L'indépendance, on en a besoin discret. Bonjour, docteur Kingata, comment ça va? Bon, je fais une analyse pour vous par rapport à la situation qui s'est vue au pays. De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce qu'on a interpellé le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Tunda Yakasinde? Vous vous souvenez, chers amis, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo que j'avais faite par rapport aux propositions des lois du Parlement, je vous avais dit que le premier critère d'irrégularité, on avait plusieurs critères d'irrégularité que nous avions relevés. Je rappelle qu'il y a 3 propositions de loi. Nous les appelons propositions puisque les modifications de loi viennent du Parlement. Lorsqu'elle vient d'un député, d'un sénateur, c'est une proposition de loi. Lorsqu'elle vient du gouvernement, c'est un projet de loi. Donc, les propositions de loi dites propositions Minakou et consort, dont Minakou et... j'ai oublié, c'est Sakata, quelque chose. J'ai oublié, vraiment, je m'excuse. Je n'ai pas maîtrisé les noms, mais Minakou, comme c'est un nom qui est vraiment sur la place publique, ça m'a été plus facile de retenir. Bon, bref, on a 3 propositions de loi. Il y a la loi sur l'organisation et la compétence judiciaire, il y a la loi sur la magistrature et la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, les propositions de loi visent à inféoder, on va dire, certaines prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature et les mettre sous l'autorisation du ministre de la Justice, notamment la nomination des membres de la Cour constitutionnelle, notamment la faculté de pouvoir continuer ou initier une action publique. Parce que dans la loi, ils essaient de nous faire croire qu'il y a une différence entre les magistrats du parquet, donc ce qu'on appelle les magistrats debout, le ministère public, et les magistrats de siège, donc les juges. Et la loi sur la magistrature nous fait savoir qu'il n'y a pas de différence à ces sujets-là. Maintenant, il faut savoir que nous vous avions dit la dernière fois que les propositions de loi de Minakou sont des lois organiques. L'adjectif a sa pertinence et la distinction est détail. Pourquoi? Parce que une proposition d'une loi ordinaire ne suit pas la même procédure qu'une proposition d'une loi organique. Les lois organiques sont des lois spéciales. En quoi elles sont spéciales? Par rapport à leur position dans la hiérarchie du droit. Dans la hiérarchie du droit, en droit congolais, nous avons la Constitution qui est la loi fondamentale et puis nous avons les lois. Mais dans les lois, il y a une sous-classification. Les lois organiques viennent après la Constitution, mais avant les lois ordinaires. Et puis ensuite, nous avons la jurisprudence, nous avons la doctrine, la coutume, ainsi de suite. Et la Constitution accorde à certaines lois le caractère organique. Nous avons vu la dernière fois que nous avons discuté l'article 124 de la Constitution qui donne le caractère organique à certaines lois et qui donne la procédure à suivre pour les modifications ou les propositions ou projets, dépendamment des lois qui tendent à modifier ces lois-là. Maintenant, que nous dit l'article 124 de la Constitution? On va commencer par la Constitution puisque c'est la loi fondamentale. L'article 124 de la Constitution, en son point 1, nous dit ceci. Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique sont votées et modifiées à la majorité des membres composant chaque chambre dans les conditions suivantes. 1. La proposition de loi n'est soumise à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt au gouvernement. Donc, la proposition de loi est conçue par le député ou dans le parlementaire, dans le cas
précédé, il conçoit sa proposition de loi avant que ça ne soit passé au vote en plénière. Lorsqu'il dépose sa proposition de loi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, la Constitution dit que l'Assemblée nationale doit, c'est pas peut, c'est doit, déposer la proposition de loi au niveau du gouvernement parce que le gouvernement doit donner son avis. Maintenant, le point 2 de l'article 124 dit ceci: la procédure de l'article 132 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture. Mais alors, on nous dit la procédure de l'article 132 est applicable. Que nous dit l'article 132? L'article 132 dit ceci: lorsque le projet de loi, donc la modification est initiée par le gouvernement dépose sur le bureau du Parlement, l'Assemblée nationale ne peut débattre que sur le texte qui vient du gouvernement. Mais là, nous avons une situation différente. Nous avons une proposition qui vient de l'Assemblée nationale. Maintenant, lorsqu'on dit que les propositions des lois sont déposées au gouvernement, c'est pour quoi faire? Ce n'est pas juste pour que le gouvernement écrive dans son calendrier « Ok, bon, voilà, nous avons un député très engagé qui a donné une proposition de loi. » Non. L'économie du texte, l'esprit de la loi, il faut savoir qu'en droit, lorsque nous interprétons ou lorsque nous essayons de comprendre un texte de loi, la loi a la lettre, mais la loi a aussi l'esprit. L'esprit, c'est les conditions dans lesquelles un texte de loi a été pris qui traduit l'objectif qu'on a voulu donner à la loi. Lorsqu'on dit que la proposition est envoyée au gouvernement, l'esprit ou l'objectif dans ces contextes est que le gouvernement doit donner son avis, le gouvernement doit donner ses annotations pour permettre à l'Assemblée nationale, lorsqu'elle va maintenant commencer à analyser ou à délibérer, à débattre sur la proposition de loi qui vient d'un de ses membres, d'avoir à l'esprit, d'avoir entre les mains les observations éventuelles du gouvernement. Nous avons la Constitution, mais je vais nous inviter à aller voir maintenant le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut savoir que dans l'arsenal juridique, les textes des lois se complètent. Ils sont complémentaires et puis ils vont les uns avec les autres. L'Assemblée nationale, lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle est en train de faire ses débats ou ses activités, elle a un texte de loi particulier qui la régit. C'est le règlement d'ordre intérieur. Il y a la Constitution, bien sûr, et les lois des pays, mais il y a le règlement d'ordre intérieur qui lui dit comment faire dans différentes circonstances. Maintenant, nous allons voir au niveau de l'Assemblée nationale quelle est la procédure pour les dépôts, des propositions des lois. Nous allons voir que dans les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, il y a une différence à faire. L'Assemblée nationale elle-même fait la différence entre le dépôt des propositions des lois, donc nous allons, pour le besoin de notre discussion, appeler les lois ordinaires, et le dépôt des propositions des lois organiques. Il y a une différence parce que je vous ai dit au début, ces deux lois n'ont pas la même force. Ces deux lois n'ont pas la même importance dans l'arsenal juridique. L'article 142 du règlement d'ordre intérieur, vous pouvez noter ces références, ça vous permettra de faire vos lectures supplémentaires à vos heures perdues. L'article 142 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale dit ceci. Il répète carrément les libellés de l'article 124 de la Constitution que nous venons de voir. Que les lois auxquelles la Constitution confère le caractère blablabla 1, la proposition des lois n'est soumise à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt au niveau du gouvernement. Maintenant, lorsqu'on dépose les projets ou les propositions de loi au niveau du gouvernement, c'est pour quoi faire? C'est pour que le gouvernement puisse donner ses observations, pour que le gouvernement puisse donner ses suggestions. Maintenant, toujours le règlement. Chers amis, ça là, ça me perd. Toujours le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale
nous dit ceci. Le président de l'Assemblée nationale, nous savons que dans notre cas, c'est la présidente, mais dans la loi, c'est un terme général. Le président de l'Assemblée nationale est chargé ou a la responsabilité d'assurer la bonne collaboration avec les autres institutions de la République. Lorsque nous allons dans la Constitution et nous cherchons à voir c'est quoi qu'on appelle institutions de la République. Les institutions de la République, on a le président de la République, le gouvernement, le Parlement qui a les deux chambres, ainsi que le pouvoir judiciaire. Donc, la collaboration entre le Parlement et le gouvernement est une charge du président de l'Assemblée nationale qui doit s'assurer que la collaboration est conforme aux règles de droit, qui doit s'assurer que la collaboration est harmonieuse. Pourquoi je le mentionne? Parce que, à mon entendement, et ça n'engage que moi, c'est mon analyse, à mon entendement, la présidente de l'Assemblée nationale a une responsabilité dans cette affaire. Puisque le gouvernement, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime par des actes. Nous savons que les actes du gouvernement constituent ce qu'on appelle les actes administratifs. Le gouvernement peut s'exprimer par... nous pouvons dire par un avis. Le gouvernement peut s'exprimer par un décret. À ce moment-là, ce sera un décret ministériel pris par le Premier ministre. Le gouvernement peut s'exprimer aussi par un rapport quelconque que le Parlement lui aurait demandé. Donc, lorsqu'on nous dit que le ministre de la Justice a envoyé au Parlement ses observations personnelles en les faisant passer pour les observations du gouvernement, il y a un problème. Parce que le bureau de l'Assemblée nationale sait sous quelle forme se présentent les actes dans lesquels s'exprime le gouvernement. La différence est en fait avec le ministre de la Justice. Puisqu'il faut savoir, nous avons une différence entre les lois ordinaires et les lois organiques. Les lois organiques doivent être sanctionnées avant leur délibération au niveau de l'Assemblée nationale par les observations du gouvernement, pas du ministre. Alors qu'une loi ordinaire, elle peut obtenir les observations du ministre de la Justice avec délégation de pouvoir par le Premier ministre. Nous allons évoluer tout doucement. Vous allez voir de quoi je vous parle. Nous allons regarder un autre document que je vous suggère d'analyser ensemble. D'abord, donnez-moi un instant. Je vais juste ouvrir le décret-loi. Le décret-loi qui gère... On a une ordonnance qui gère l'organisation ou la collaboration entre le gouvernement et le président de la République. Nous allons vraiment faire une distinction. Qu'est-ce qu'on entend par gouvernement? Qu'est-ce qu'on entend par conseil des ministres? Qu'est-ce qu'on attend par avis du gouvernement délibéré en conseil des ministres? Ce sont des différences pertinentes parce que ça fait intervenir différentes autorités. Je vous ai dit tantôt que le gouvernement agit par des actes administratifs. En administration, il y a un principe. La compétence est d'attribution. Tu ne peux pas dire, OK, parce que je peux, qui peut le plus, peut le moins. En droit administratif, ça ne fonctionne pas. Il faut que l'on te donne une compétence. Tu peux avoir la compétence de par la loi. Tu peux avoir la compétence par délégation de pouvoir. Exemple, le Premier ministre a la compétence de prendre des décrets. C'est par la loi, c'est dans la Constitution. C'est aussi dans l'ordonnance loi de nomination du gouvernement. Excusez-moi. Un ministre comme le ministre de la Justice peut avoir le pouvoir de prendre certaines décisions par délégation de pouvoir. Si le Premier ministre lui dit, bon, OK, pour telle tâche bien spécifique, je te délègue le pouvoir de prendre la décision. À ce moment-là, il y aura un acte de délégation de pouvoir qui va accompagner l'acte administratif que le ministre ou l'autorité aura prise. Et les deux vont donner la légalité, la régularité à l'acte du gouvernement. Donc, on ne peut pas s'improviser avec des pouvoirs sans avoir une source d'attribution de cette compétence-là. J'étais juste... OK, bon, je crois que je l'ai trouvé. Elle est ici. Excusez-moi, mon ordinateur, il fait des siennes. Il est un peu lent. J'avais ouvert plusieurs fenêtres. À ce moment-là, il commence à faire des caprices. Bon,
Nous avons l'ordonnance loi qui a été prise juste après la nomination du gouvernement. Donc, nous sommes en mars 2020, lorsqu'on a nommé le Premier ministre et puis il était question de former le gouvernement. Mais après la nomination du Premier ministre, il y a l'ordonnance numéro 020/016 du 27 mars 2020. Donc, 020/016 du 27 mars 2020. Cette ordonnance porte organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Cette ordonnance a une pertinence parce qu'il nous dit c'est quoi un conseil des ministres. Puisque une loi organique, une proposition de loi organique, lorsque c'est envoyé au gouvernement, c'est pour que le gouvernement donne ses observations, pas le Premier ministre. Maintenant, on va nous dire comment le gouvernement décide. De sorte que si le gouvernement décide d'une autre façon ou dans un autre cadre, cette décision est une décision irrégulière qui ne peut pas produire des effets attendus d'une décision ayant la force attachée aux actes des pouvoirs publics. On nous dit ceci. Bon, sans préjudice des dispositions constitutionnelles, blablabla, la présente ordonnance fixe l'organisation, le fonctionnement du gouvernement, les modalités de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi que les membres du gouvernement, ça on a déjà dit. Article 2. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Ça, c'est le gouvernement en tant qu'institution de la République. Et ce gouvernement-là, lorsqu'il prend des actions ou lorsqu'il exécute certaines décisions de politique générale, il engage sa responsabilité vis-à-vis du Parlement. Si nous allons voir l'article 32, 31 ou 32 de la présente ordonnance, parce qu'au niveau de l'article 30 jusqu'en bas, l'article 25 plutôt, jusqu'au dernier article, on nous dit des dispositions communes aux membres du gouvernement. Donc, les obligations qui pèsent sur tous les membres du gouvernement, indépendamment de leur position, que tu sois Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État ou peu importe. On dit ceci. Les membres du gouvernement sont tenus d'exécuter les décisions du Conseil des ministres, de conformer leurs actions à la politique du gouvernement et de s'abstenir de toute déclaration publique contraire à cette politique. Cet article est pertinent parce que nous allons voir que c'est l'article qui va gouverner l'analyse ou l'appréciation de la déclaration qui a été faite par le ministre, j'ai oublié les noms, là, le ministre qui s'est déclaré porte-parole du Premier ministre. Le Premier ministre, après l'interpellation du vice-ministre de la Justice, ministre Tunaya Kasende, le Premier ministre a tenu une réunion dans laquelle il y avait quelques ministres. C'est une réunion non autrement identifiée parce qu'on ne sait pas si c'était un conseil de ministres, parce qu'il y a des conditions dans lesquelles se tient un conseil de ministres. On ne sait pas si c'était une réunion ad hoc. Une réunion ad hoc doit avoir un sujet précis et les ministres compétents de la matière qui sera jugée ou qui sera traitée doivent être présents. Le président de la République doit en être préalablement informé. On ne peut pas tenir une réunion ad hoc qui engage le gouvernement et informer le président de la République par après. Non, c'est contraire à l'ordonnance qui gère les relations entre le gouvernement et le président. Le président est informé au préalable. Et nous allons voir pourquoi. Parce que le cadre dans lequel le gouvernement discute des questions liées à la politique nationale, c'est le Conseil des ministres. Et la loi nous dit que c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres. Il peut déléguer ce pouvoir au Premier ministre en cas d'empêchement. Mais lorsqu'il fait la délégation, elle se fait
au préalable. Elle ne se fait pas de façon impromptue. Donc, lorsque le Premier ministre convoque et tient une réunion, qu'il appelle réunion du gouvernement, à l'issue de laquelle réunion, il y a un communiqué dans lequel lui, il informe le président de certains sujets, c'est une brèche, c'est une violation de l'ordonnance qui gouverne son travail. Donc, il est en dehors de la loi qui lui montre comment faire son travail. Article 26, donc je disais tantôt, les membres du gouvernement sont tenus d'exécuter les décisions du Conseil des ministres, de conformer leurs actions à la politique du gouvernement et de s'abstenir de toute déclaration publique contraire à cette politique. Ils doivent respecter la collégialité et la solidarité du gouvernement, ça c'est l'alinéa 2. Et puis l'article 27, les membres du gouvernement, on dit bien les membres du gouvernement, ont l'obligation de garder le secret des délibérations du Conseil des ministres. Seul le ministre désigné comme porte-parole du gouvernement, pas du Premier ministre, est autorisé à faire des communications en rapport avec les affaires soumises au Conseil, aux délibérations du Conseil des ministres. Aucune déclaration publique ne peut être faite au nom du gouvernement sans que ça ne soit avec l'autorisation ici du Premier ministre, dans les cadres du gouvernement. Maintenant, il y a certaines analyses que j'avais vues dans les médias locaux ainsi que les médias occidentaux, comme je pense RFI ou France 24, qui rapportaient les propos du Premier ministre qui condamnait le président de la République de n'avoir pas gardé le secret des délibérations du Conseil des ministres. Ce n'est pas une obligation qui pèse sur le président de la République. Parce que le président de la République, quoi qu'il dirige le gouvernement, il ne fait pas partie du gouvernement. Nous avons vu dans l'ordonnance qui font partie du gouvernement. Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres. Donc c'est une obligation qui incombe plutôt au Premier ministre lui-même. Maintenant, les ministres prêtent serment, ok. L'article 32. Voilà, l'article 31, pardon, nous allons prendre le premier et le dernier alinéa. Article 31. Toute correspondance d'un ministre avec l'extérieur, l'extérieur ça veut dire en dehors du gouvernement, doit porter la signature du ministre titulaire. En son absence ou en cas d'empêchement provisoire, celle du vice-ministre du ministère concerné. S'il n'y a pas de vice-ministre, la correspondance porte la signature du ministre qui assure l'intérim. Dernier alinéa, dans tous les cas, ça veut dire que ce soit le ministre, que ce soit son intérimaire, que ce soit son vice-ministre, une copie de toute correspondance relative à une décision prise en Conseil des ministres doit être adressée au président de la République, au Premier ministre, au vice-premier ministre du secteur d'activité et au secrétaire général du gouvernement. Dans tous les cas. Maintenant, nous avons appris que le président a appris en Conseil des ministres, c'était le vendredi, que le ministre de la Justice avait déjà envoyé les observations au nom du gouvernement au Parlement à propos des propositions sur les lois organiques. Il y a une erreur, il y a un problème. Il n'a pas cette compétence-là. Les lois organiques doivent être discutées en Conseil des ministres. J'ai entendu la déclaration du ministre de la Justice lui-même lorsqu'il est revenu du bureau du procureur. Il parlait avec ses membres du PPRD. Encore là, j'ai un problème. Lorsqu'un ministre de l'État, de la République, il dit en réunion partisane, donc des partis politiques de PPRD, il dit que il a appelé leur autorité morale, on a compris parce que la bina bengi yeme, na lobina sali musala nangai ya PP, ya FCC. Non. Vous n'êtes pas au gouvernement pour faire le travail du FCC. Non. Vous êtes au gouvernement pour faire le travail pour la République. Vous n'êtes pas un agent du FCC en détachement. Non. Vous êtes un ministre de la République issu d'une famille politique. Il y a une différence.
Le fait que vous soyez issu d'une famille politique permet d'avoir un équilibre au niveau du gouvernement par rapport aux forces politiques de la nation. Mais cela ne va pas guider votre travail. Ça, c'est une déclaration tendancieuse qui doit avoir des conséquences. Un ministre ne peut pas déclarer publiquement Nazo sala musala ya FCC, même na poto, bayebi que awa musala et salemi, muto FCC salemi. Non, ozo sala musala ya FCCT. O wuti na FCC po sala musala ya mboka. Justice eza po na mboka po na batu nyonso. Ezala bato ya FCC, ezala bato baza en dehors ya FCC, ezala bato baza na ba parti politique te. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'appartenance politique. Et qu'est-ce que vous allez dire de la société civile? Puisque la société civile est neutre. Elle n'appartient pas à un parti politique quelconque. Et qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui ne s'intéressent même pas à la politique? La justice est là aussi pour protéger leurs droits, bien pour leur faire subir la rigueur de la loi quand ils sont en train d'aller à l'encontre de la loi. Donc, c'est un problème. Maintenant, le ministre de la Justice a dit ceci. J'ai demandé au procureur de la République, mais je suis payé pour envoyer des observations au Parlement. Je le fais depuis que je suis nommé. Depuis quand on discute des lois en Conseil des ministres, le ministre n'a pas lu la loi, malheureusement. Il faut tout le temps se référer à ce qu'on appelle la loi habilitante. Lorsque vous êtes en droit administratif, vous êtes ministre, vous êtes directeur général, vous êtes mandataire de l'État, on vous a donné un mandat public. Et en droit administratif, le ministre devait le savoir parce que c'est un avocat. En droit administratif, le principe est que la compétence est d'attribution. Ça veut dire si je suis membre du gouvernement, le premier devoir que je dois aller faire, c'est de m'asseoir et de lire l'ordonnance qui encadre le travail que je dois faire. Il y a l'ordonnance que je vous ai lue tantôt qui encadre la collaboration entre le gouvernement et le président de la République et la collaboration entre les membres du gouvernement. Mais il y a une autre ordonnance que nous allons lire bientôt pour vous donner encore beaucoup plus de clarifications. C'est l'ordonnance qui donne les compétences de chaque ministre. Lorsqu'on les a nommés, on a donné un peu ce qu'on peut appeler la job description à chacun. Toi, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. On nous dit ceci, toute correspondance doit avoir au préalable être adressée au président de la République. Et puis la correspondance doit porter la signature du ministre titulaire. Nous avons un problème pour l'affaire des propositions de loi. Nous avons un problème, pourquoi? Parce que le Premier ministre, au lieu d'aider de clarifier la situation, quelle situation? Celle de savoir dans quelles circonstances le ministre de la Justice a reçu la délégation de pouvoir d'envoyer les observations au niveau du Parlement au nom du gouvernement. Parce que c'est la seule condition dans laquelle son action peut se justifier. Si justification, il doit y avoir. Normalement, les observations qui sont envoyées au Parlement doivent être discutées en Conseil des ministres. Pourquoi? Parce que nous sommes face à des lois organiques. Ce n'est pas des lois ordinaires. Il faut savoir que, là on va lire l'ordonnance l'ensemble, ce n'est pas des choses que j'invente, ce sont des choses qui sont dans la loi. Il y a un autre article que je voulais lire pour vous. Vraiment. Excusez-moi, j'avais laissé des fenêtres ouvertes, alors mon ordinateur est lent. Je ne sais pas comment les fermer. Je vais vous demander d'être indulgent, s'il vous plaît. Non. Bon, le Conseil des ministres. Ok, je l'ai. L'article 45. Non, l'article 43 d'abord. L'article 43 se trouve dans un chapitre qui est intitulé « Du fonctionnement du gouvernement ». Je vous ai dit tantôt qui forme le gouvernement. Premier ministre et tous les autres ministres. Maintenant, les ministres travaillent dans le gouvernement comment? Comment est-ce qu'ils font leurs discussions? On nous dit ceci, l'article 43. Le président de la République, le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres forment
lorsqu'ils sont réunis pour délibérer sur les affaires de l'État relevant de la compétence du gouvernement, le Conseil des ministres. Donc, le Conseil des ministres, c'est lorsque le gouvernement s'est réuni avec les présidents pour discuter les affaires qui relèvent du gouvernement. L'article 45 maintenant nous dit ceci. Le Conseil des ministres est l'instance de discussion, de concertation et de décision du gouvernement. Ça veut dire que lorsque une situation demande l'avis du gouvernement, la situation ou la question doit se discuter en Conseil de ministres. Parce que le Conseil de ministres est l'instance légale reconnue par la loi, qui est l'ordonnance que je vous ai mentionnée, 027/016 du 27 mars 2020, qui encadre le fonctionnement du gouvernement. Il dit que le Conseil de ministres est l'instance de discussion, de concertation et de décision du gouvernement. Je ne l'invente pas, c'est dans la loi. Il se tient en séance ordinaire chaque vendredi et en séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent. Maintenant, il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du gouvernement, notamment, on commence à citer, et lorsqu'on dit notamment, nous arrivons au point 6. Les projets de loi, d'ordonnances, des décrets et arrêtés assujettis à à délibérer en Conseil des ministres. Les projets de traités ou accords internationaux, blablabla. Et puis, après, nous avons le point numéro 8. Les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la République. Je vous ai dit que dans la Constitution, on a 4 institutions. Président, Parlement, gouvernement, pouvoir judiciaire. Dans les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, on a dit que le président de l'Assemblée nationale est responsable de s'assurer de la collaboration harmonieuse avec les autres institutions. Il faut savoir qu'en droit administratif, les communications ne se font pas verbalement. Je peux appeler un collègue ministre, on se parle, mais nous devons toujours consacrer ce que nous nous sommes dit par écrit. Parce que les cabinets des ministres, comme nous le savons tous, bon, pour la plupart, ce sont des cabinets politiques. Chaque ministre est toujours soutenu par ce qu'on appelle un secrétariat général. Le secrétariat général, c'est l'appareil administratif qui permet la continuité de l'État. Aujourd'hui, on peut changer un ministre, son cabinet tombe, un nouveau ministre vient avec un nouveau cabinet, mais le secrétariat général va demeurer. Et c'est le secrétariat général qui est le gardien ou qui est un peu, oui, le gardien, c'est ça le terme, des actes administratifs par lesquels le ministère s'est exprimé. Maintenant, lorsqu'on envoie une proposition de loi, comme dans les cas qui nous concernent, les propositions de loi Minaku sont envoyées au gouvernement, le gouvernement doit les discuter dans le cadre du Conseil des ministres. Parce que nous venons de voir que le Conseil des ministres est l'instance, pas l'une des instances. Non, l'instance, c'est article défini, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule. C'est l'instance de discussion des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement. Et l'article va plus loin. Il nous cite pour nous donner une idée. Qu'est-ce qui relève de la compétence du gouvernement? L'exécution du programme du gouvernement, l'exécution des lois et des ordonnances du président de la République, les projets de lois et d'ordonnances lois. Et puis, on a le point 8, les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la République. Ça veut dire que, après que le gouvernement ait discuté des propositions de loi, le gouvernement aussi doit statuer en Conseil des ministres l'acte qui va transmettre les observations du gouvernement auprès du Parlement. Ça va-tu être un avis? Est-ce que ça va être un rapport? Est-ce que ça va être un contre-texte de loi? Parce que le gouvernement peut se dire non, le texte de loi tel qu'il est libellé ne rencontre pas tel critère. Par exemple, le critère de respect de la Constitution, le critère de respect de lois organiques qui existent déjà, surtout la Constitution. Le problème avec les propositions de loi Minaku, c'est qu'ils veulent faire indirectement ce qu'ils ne peuvent pas faire directement.
Les points pour lesquels les propositions de loi demandent des modifications sont des points qui sont verrouillés dans la Constitution, pour lesquels la Constitution a dit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente des cailloux, il ne peut pas y avoir de modifications de Constitution sur ces points-là, notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ça, je ne l'invente pas, c'est écrit dans l'article 4 de notre Constitution et dans l'article 220 ou 222. Attendez, je ne vous dis pas des choses que je ne vous dise pas n'importe quoi. Nous avons l'article 4 de la Constitution et puis l'article 220. L'article 220 alinéa 1er qui interdisent. In fact, l'article 220 dit ceci. Donnez un instant. Oh, je suis en train de monter. L'article 220, à son alinéa 2, l'alinéa 1 dit qu'on ne peut pas faire des modifications sur différents points, notamment l'indépendance de la justice, de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et l'article 220 va plus loin. Il dit ceci. Il est formellement interdit. Ça veut dire qu'au cas où il y aurait des parlementaires zélés qui auraient oublié de lire la Constitution et qui s'embarqueraient dans des propositions de loi qui amèneraient des modifications sur les points que nous venons de mentionner, il est interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités décentralisées. Donc, lorsque la présidente Janine Mabound avait reçu les propositions de loi Minaku et qu'elle a appelé la commission la commission pour politique administrative et juridique, la commission aurait dû lui dire, Madame la Présidente, ces propositions de loi ne peuvent pas être recevables. Elles ne peuvent pas être recevables parce qu'elles portent sur des matières pour lesquelles il est interdit de proposer des modifications. Ça, c'est dans la Constitution. Supposons maintenant par impossible, ils n'auraient pas lu l'article 220. Mais ils devraient avoir lu l'article 137. Parce que l'article 137 dit ceci. Lorsqu'il y a une proposition de loi ou un projet de loi qui tend à augmenter la charge publique, elle ne peut pas être recevable si les initiateurs n'expliquent pas comment est-ce que l'État va faire des économies en termes de recettes ou comment est-ce qu'ils vont mobiliser les ressources pour couvrir cet excédent des charges publiques qui sont en train de proposer dans la modification du texte de loi. Et nous vous avions dit dans la vidéo précédente qu'une des modifications des propositions des textes de loi, c'était que le ministre de la Justice veut créer un cadre de concertation avec les magistrats du parquet, dans lequel ils vont décider de la politique criminelle nationale. Donc, un cadre de concertation, ça veut dire que des gens vont commencer à tenir des réunions, des gens vont commencer à faire du travail qui n'est pas actuellement dans leur profil de travail des magistrats de parquet. Ça va être une charge supplémentaire. Est-ce que ça sera les mêmes magistrats du parquet? Est-ce qu'il y aura des magistrats qui seront détachés du parquet pour s'occuper de cette réflexion-là sur la politique criminelle de l'État? Tout ça n'est pas clair. Mais une chose est claire qui transparaît d'une telle proposition, c'est qu'il y aura un travail additionnel à faire. Et la Constitution dit que tout travail mérite salaire. Ce travail-là qui sera fait devra être payé. Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour payer tout ce monde-là? Donc, ces deux éléments sont des critères fondamentaux de la Constitution qui auraient dû indiquer à Janine Mabound que ces propositions de loi ne peuvent même pas être recevables. Talk less of putting them, et encore moins les envoyer à la commission pour que ça soit débattu et délibéré. Nous revenons à notre ministre de la Justice. Ça, nous étions en train d'expliquer un peu la recevabilité des lois. Nous revenons à notre ministre de la Justice. Nous disons que le ministre de la Justice a commis une faute en envoyant ses observations personnelles. Il est curieux de voir la prise de position du Premier ministre. Le Premier ministre qui prend position. Maintenant, cela nous dit des choses. La prise de position du Premier ministre, est-ce que le Premier ministre est entré implicitement de dire qu'il avait des pouvoirs
au ministre de la Justice d'envoyer des observations au Parlement au nom du gouvernement. Et si le Premier ministre l'avait fait, il avait fait ce qu'on appelle une usurpation de pouvoir. L'usurpation de pouvoir, c'est d'exercer une compétence que tu n'as pas. Exemple, je peux être ministre de la Justice. On me donne le pouvoir de prendre des décrets pour augmenter les montants des amendes. Je donne un exemple, je raconte n'importe quoi, c'est juste pour illustrer. Je dois prendre des décrets pour augmenter les amendes pour les personnes qui sont condamnées pour différentes raisons. Maintenant, moi, dans mon décret, je dis que toutes ces amendes-là doivent être payées dans les bureaux du ministre. Non, ce n'est pas parce qu'on m'a demandé de fixer le prix des amendes que du coup, j'ai le pouvoir de gérer ces amendes-là. Non, les amendes doivent passer par le ministère des Finances qui s'occupe de mobiliser les recettes et de s'assurer que les dépenses sont faites conformément à la loi financière. J'ai peut-être le droit de pouvoir fixer les amendes, mais je ne peux pas m'attribuer proprio motu de ma propre initiative la compétence de gérer ces amendes-là. Nous avons l'ordonnance que je vous ai dit tantôt qui organise le travail du gouvernement. Il dit bien que la discussion des projets de loi, nous savons que la contrepartie des projets de loi, c'est proposition de loi. Projet, c'est quand ça vient du gouvernement. Proposition, c'est quand ça vient du Parlement. Dans le point 6, c'est un des sujets qui se discute dans le Conseil des ministres. Maintenant, supposons par impossible que le Premier ministre aurait donné délégation au ministre de la Justice d'envoyer les observations au nom du gouvernement. Où est-ce qu'il a trouvé ce pouvoir? Parce que la question de la loi organique ne relève pas du ministre. La question de la loi organique relève du gouvernement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous allons lire une autre ordonnance ensemble. Nous avons l'ordonnance numéro 020/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères du gouvernement. Donc, on a différents ministères, chaque ministère avec son attribution. Lorsque nous regardons les différentes attributions, les différents ministères que nous avons le ministère de la Justice et des Gardes des Sceaux. Et puis, on nous dit quelque chose dans cette ordonnance-là. On nous dit ceci. Que le ministère de la Justice et des Gardes des Sceaux, il s'occupe de l'administration de la justice, de l'exercice des prérogatives conférées par les lois, des questions relatives à la nationalité, notariat, blablabla, blablabla. Maintenant, on nous dit que il existe des commissions permanentes au niveau du ministère de la Justice. Ces commissions permanentes-là travaillent pour des sujets spécifiques parce que le ministère de la Justice, il faut savoir aussi qu'il a sous sa responsabilité la commission permanente des réformes du droit congolais. Nous avons 4 commissions permanentes qui sont sous la direction ou l'autorité du ministère de la Justice. Mais la loi nous dit, en plus de ces commissions permanentes, il y a une commission permanente additionnelle qui a été créée. C'est la commission qui s'occupe de la législation. Je vais juste vous retrouver l'article pour que ça soit plus précis. Alors, ministère de la Justice. Voilà, non, excusez-moi, il s'agit de commissions interministérielles. Je vais revenir à l'ordonnance que je vous avais dit tantôt, pas celle qui donne les prérogatives des ministres. C'est un lapsus de ma part, je vais corriger. Je parle de l'ordonnance loi numéro 020/016 du 27 mars portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Maintenant, cette ordonnance-là, dans son article 52, il parle des commissions interministérielles. Dans cette commission, il y a différents ministères qui sont impliqués, qui interviennent. Il y a la commission interministérielle politique et défense, ECOFIN, secteur productif, socio-culturel. Et puis, il y a la commission interministérielle qui s'occupe des lois.
Cette commission-là, elle est sous la responsabilité du ministère de la Justice, mais elle fait intervenir d'autres ministres. Souvenez-vous que dans notre gouvernement, on a un ministère chargé de des relations avec le Parlement. Donc, ce ministère-là a l'obligation ou la prérogative de prendre part aux travaux du Parlement. Et ce ministère-là intervient aussi dans la commission interministérielle permanente qui s'occupe des lois et des textes réglementaires. C'est présidé par le ministère de la Justice, mais il y a l'autre ministère aussi qui intervient pour donner leurs contributions et leurs apports. Donc, lorsque nous avons une proposition de loi qui tombe sur la table du gouvernement, la loi ne dit pas que ça relève du ministère de la Justice uniquement. Si le Premier ministre devait déléguer son pouvoir, en fait, il devait déléguer le pouvoir de discussion de ces propositions de loi au ministre de la Justice et au ministre qui est chargé des relations avec les parlements. Ils allaient discuter ensemble, ils allaient donner leurs observations, revenir en conseil des ministres pour dire voici ce que nous pensons de ces propositions de loi. Le conseil des ministres allait adopter et le ministre maintenant allait faire un avis au niveau du Parlement. Ce n'est pas une affaire d'amis FCCtique ou d'amis venant de l'FCC. Voilà, je dis à mon ministre, non, non. Et le ministre de la Justice, d'ailleurs, dans son discours, il n'a pas dit qu'il a reçu la délégation du pouvoir du Premier ministre. Donc lui, il a eu son pouvoir à lui autoproclamé d'envoyer ses observations au nom du gouvernement. Lorsque vous faites une usurpation de pouvoir, ça veut dire lorsque vous vous arrogez un pouvoir qui n'est pas le vôtre, non seulement que votre acte que vous posez n'est pas régulier, donc il ne peut pas tenir en droit, mais dépendamment des informations que vous mettez là-dedans, vous risquez de tomber sous le coup de l'infraction des faux en écriture. Voilà pourquoi on a envoyé des policiers chez le ministre le samedi. Toujours pour les mêmes explications que nous vous avions données. Aïe, ces affaires, hein. Les mêmes explications que nous vous avions données lorsque nous avons fait la vidéo pour expliquer l'arrestation du député Jean-Jacques Mamba. L'infraction des faux en écriture, il faut savoir qu'en droit, il y a la notion de ce qu'on appelle la flagrance. La flagrance, c'est la situation d'une infraction qui vient de se commettre, ou bien c'est la situation d'une infraction qui est en train de se commettre, ou bien c'est la situation d'une personne ou d'un individu qui est retrouvé avec les effets d'une infraction qui vient de se commettre. Je donne un exemple. Je vole. Le vol, c'est le meilleur exemple de flagrance parce que le vol, c'est une infraction qui se commet en une action. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse d'un bien meuble appartenant à autrui. Si je prends ce téléphone sans que le propriétaire du téléphone ne s'en rende compte, j'ai commis le vol. Je soustrais frauduleusement le téléphone, c'est un bien meuble qui appartient à autrui. Supposons qu'un monsieur X, bon, moi je suis X et ce téléphone appartient à monsieur Y, je vole le téléphone. Monsieur Y vient de se rendre compte qu'on a volé son téléphone. Il cherche son téléphone, il ne le trouve pas. La jurisprudence a décidé que quand on dit une infraction qui vient de se commettre, il y a un délai raisonnable. Ce délai raisonnable est compris entre 24 à 48 heures. Mais plus souvent, la jurisprudence penche pour 24 heures. Le monsieur X cherche son téléphone, il ne trouve pas. On est quoi? On est 16 heures, heure d'ici. Et puis, moi, je prends le téléphone, je vais dans un magasin pour le revendre et puis me faire de l'argent. Quand j'essaie de revendre le téléphone, il y a des policiers ou des gens me voient et me disent « Tiens, ça c'est le téléphone volé que M. Y cherche. » Et puis on appelle la police. On va m'arrêter, mais ça sera une infraction flagrante. On ne m'a pas vu quand j'ai volé. Mais on m'a trouvé avec des biens volés dans un temps proche de la commission de l'infraction. Je suis en situation de flagrance. C'est une qualification pertinente parce que ça a des conséquences. En matière pénale, la procédure de flagrance, elle est différente de la procédure d'une infraction qui a été commise de façon ordinaire. Supposons si on m'attrape dans 2 jours, on va m'interpeller, on va me questionner, mais comme j'ai les biens entre mes mains, bon. S'il n'est pas établi, excusez-moi que je suis la voleuse, il est au moins établi que je suis receleuse parce que j'ai entre mes mains des biens issus d'un acte criminel. On peut m'arrêter,
On peut me détenir provisoirement et puis on commence à faire l'enquête pour fixer mon audience. Mais la procédure de flagrance, la loi dit, c'est une procédure qui est traitée avec célérité, avec rapidité, parce qu'il faut rétablir l'ordre public. Nous revenons à l'infraction de faux et usage de faux. Le faux et usage de faux, le code pénal dit que c'est lorsque, je vais vous le lire là, c'est plus pertinent, c'est mieux que j'utilise les termes même du code, comme ça je suis sûr de dire les vraies affaires. Mais si je peux paraphraser le code là, parce que mon ordinateur, il n'est pas en train de vraiment coopérer aujourd'hui avec moi, je n'ai pas fait mes devoirs. Je devais fermer certaines fenêtres, je ne les ai pas fait. Bon, bref. Le faux, c'est lorsque on fait une inscription fausse, qui n'est pas vraie et qui n'est pas authentique. L'usage de faux, c'est lorsqu'on utilise le document qui n'a pas la bonne information, qui a une information erronée. On sait que l'information est erronée et on utilise le document pour obtenir un droit, pour obtenir un avantage. Exemple, j'ai mon passeport ou j'ai le passeport, je prends le passeport d'une dame, moi je m'appelle Marguerite, elle s'appelle Marie-Claire, je prends le passeport de Marie-Claire, j'enlève la photo, je mets ma photo et je vais au Beach Ngobila, je vais traverser pour aller au Brazzaville. Quand j'enlevais la photo là, je faisais un faux. Parce que je sais que ma photo ne colle pas avec les informations qu'il y a sur le passeport. Puisque je sais que le passeport ne m'appartient pas. Mais j'enlève la photo. Donc, je me suis rendu compte coupable de l'infraction de faux. Avant que j'arrive au Beach Ngobila, si la police m'attrape avec le passeport de Madame Marie-Claire, je serai déjà dans des problèmes parce que j'ai commis l'infraction de faux. Maintenant, j'arrive au Beach Ngobila. Je viens jusqu'auprès des agents de la DGM et je vais rentrer dans la vedette pour traverser aller à Brazzaville. On m'attrape. J'ai deux chefs d'accusation. Le faux et l'usage de faux. Parce que le passeport que j'ai altéré là, je comptais l'utiliser pour obtenir un droit. Quel droit? Le droit de traverser sans payer un droit quelconque. Vous savez qu'au Beach Ngobila, les Congolais, si vous avez votre passeport, vous ne payez pas les droits qu'on appelle, j'ai oublié, les droits d'entrée, là, quelque chose. Si vous n'avez pas le passeport, vous devez acheter un laissez-passer. Mais quand vous avez votre passeport, vous ne payez pas le laissez-passer. Donc, je l'ai utilisé pour obtenir un avantage. J'ai consommé l'infraction de l'usage de faux. Et souvent, ce sont des infractions qui vont de pair. On voit rarement un criminel qui va prendre un document, qui va l'altérer juste pour le plaisir de l'altérer et puis qui va s'asseoir. Non. Plus souvent, contrairement, l'infraction de faux est toujours accompagnée de l'usage de faux. Parce que le document qu'on altère, on vise toujours à l'utiliser pour obtenir un droit, pour obtenir un avantage ou acquérir un titre. Maintenant, sans l'avis du gouvernement, le Parlement ou l'Assemblée nationale doit attendre un délai de 15 jours avant de commencer à faire les délibérations. Et pour les lois organiques, le Parlement, après 15 jours, doit constater, ça veut dire qu'il doit y avoir un acte qui constate qu'il n'y a pas eu d'avis du gouvernement et le Parlement peut maintenant commencer les délibérations. Il faut maintenant regarder la date à laquelle le député Minaku et consorts ont déposé leur proposition de loi et la date à laquelle les délibérations ont commencé. Puisque il transparaît de la réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier. Il transparaît de la réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier que le ministre de la Justice avait déjà envoyé les avis que lui appelle l'avis du gouvernement le 18 juin. Et puis ils ont commencé à délibérer sur les lois. Vous voyez, n'eût été ce document-là, le Parlement ne peut pas, le Parlement n'est pas fondé à commencer à délibérer des lois. J'ai trouvé l'article, je veux vraiment vous lire le libellé de l'infraction de faux.
Et le code pénal est même plus précis. Il parle de faux commis en écriture parce qu'il y a deux sortes de faux. Il y a le faux commis en écriture qui amène le faux et l'usage de faux. Et il y a aussi l'infraction de faux témoignage. Donc, c'est toujours dans le cadre des tromperies. Maintenant, le faux commis en écriture, c'est l'article 124 du code pénal. Vous pouvez noter pour aller lire. 124 du code pénal. Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amende, on explique. Alors, si le faux a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être amenée à 10 ans. Et puis, celui qui, dans l'intention de nuire, aura détruit pour dissiper les preuves, il aura encore une peine plus alourdie. Vous voyez? Donc, le législateur est vraiment très, très, très sévère pour cette infraction de faux parce que ça implique la tromperie. Ça implique l'abus du public, en fait. Maintenant, comment est-ce qu'on en arrive à la flagrance de l'infraction commise par le vice-premier ministre, ministre de la Justice? Parce qu'il y a eu une infraction. Il a fait un document dans lequel il atteste que voici l'avis du gouvernement, alors que le gouvernement n'avait pas discuté les propositions de loi en Conseil des ministres. Dans sa déclaration avec ses partisans du PPRD, le ministre s'est justifié en disant « Depuis quand on discute les propositions de loi en Conseil des ministres? J'ai toujours donné mes avis à l'Assemblée nationale. » Non, vous avez toujours donné vos avis pour des propositions de lois ordinaires. Nous sommes en face des lois organiques qui doivent être discutées en Conseil de ministres. Maintenant, le ministre a écrit que c'était l'avis du gouvernement, alors que ce n'était pas l'avis du gouvernement. Nous avons affaire à un faux. Il faut savoir que lorsqu'on tombe dans la partie usage de faux, l'infraction d'usage de faux est une infraction qu'on appelle en droit infraction continue. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que le document falsifié, aussi longtemps que le document frauduleux, ou le document altéré, ou le document qui contient la falsification est en circulation, la commission de l'infraction est pendante et continue. Je vous ai donné l'exemple du vol. Si je prends le téléphone, j'ai commis l'infraction et puis c'est fini. Mais maintenant, ma flagrance peut être analysée par rapport au temps dans lequel je serai surprise avec le téléphone. Mais l'infraction d'usage de faux, aussi longtemps que le document falsifié est en train d'être sur la place publique, je suis en train de commettre l'infraction. Je n'ai pas fini de commettre l'infraction. C'est aussi, ici, je peux donner l'exemple des gens qui utilisent des faux billets d'argent, des faux billets de banque. Si j'ai un mauvais billet de banque, un billet de contrefait, et puis je vais au marché pour essayer d'acheter des choses, le billet est dans mon sac, j'arrive au marché, j'achète, j'ai commis l'infraction d'usage des faux, c'est continu. Parce que les gens se sont dit, mais pourquoi on a arrêté le ministre maintenant? Il n'est pas en flagrance, il ne vient pas de faire la vie. Non. Les lois sont encore en train d'être discutées au Parlement. D'ailleurs, la commission PAGE, la politique administrative et juridique, a voté les lois le samedi. Et le ministre a été interpellé le samedi. Ça veut dire que le samedi, le document falsifié ou les documents incriminés étaient en train d'être utilisés parce qu'ils continuaient à servir de soubassement aux travaux de la commission au niveau du Parlement. Sans ces documents-là, la commission ou le Parlement devait attendre. Je ne sais pas dans quel jour exactement, les 15 jours, le délai de la loi, le délai constitutionnel de 15 jours allait tomber, mais c'est sûr que ça allait tomber au-delà de juillet. De sorte que toutes les délibérations qu'ils ont faites sont irrégulières, parce que ce sont des délibérations qui sont fondées sur un document qui n'est pas régulier, un document qui n'est pas légitime. Normalement, la commission des pages, parce que c'est une commission qui est remplie de juristes, avec ce qui s'est passé, supposons qu'ils ne savaient pas, parce qu'il est bizarre de dire qu'ils ne savaient pas. On se pose la question sous quelle forme le bureau de l'Assemblée nationale a été saisi. Lorsque le ministre dit « j'ai toujours envoyé mes observations », ça veut dire que
Si le Parlement avait reçu le document que le ministre a toujours l'habitude d'envoyer, le Parlement aurait dû lever le drapeau rouge pour dire non, il s'agit de lois organiques. Vous ne pouvez pas nous envoyer les annotations comme vous avez l'habitude de les envoyer pour les lois ordinaires. Donc le Parlement, le bureau de l'Assemblée nationale devait savoir qu'il a été irrégulièrement saisi. Mais supposons par impossible qu'il ne savait pas. Mais maintenant, il y a quelque chose qui émerge dans la place publique. Attention, le document sur lequel vous vous êtes basé pour faire vos travaux pourrait être irrégulier. Le bon sens, quand on est imbu d'honnêteté et de sincérité dans le travail qu'on fait, le bon sens aurait demandé qu'ils suspendent leurs travaux. Ne fût-ce que pour avoir quel sera le dernier mot du parquet ou bien quel sera le dernier mot de cette affaire. Il faut savoir qu'on ne peut pas interpeller un ministre à la légère. Qu'il soit ministre de la Justice, qu'il soit ministre de n'importe quoi. D'abord, on ne peut pas interpeller un individu à la légère. Parce que la Constitution dit que la liberté est le principe, la détention est l'exception. Le ministre a été interpellé avec un mandat d'amener parce que la procédure qui a été enclenchée contre lui est une procédure de flagrance. C'est quand même sérieux. Lorsqu'on enclenche contre un individu une procédure de flagrance, ça veut dire que la personne a plusieurs chances de se retrouver sous un mandat d'arrêt provisoire lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Ce n'est pas à la légère qu'on peut lancer un mandat d'arrêt comme ça contre un individu. Le parquet a dû analyser les éléments en leur possession. Agence France Presse a publié sur RFI et puis c'est eux qui ont relayé l'information à TV5 pour dire que le ministre de la Justice a appelé l'AFP pendant que les policiers étaient devant chez lui. C'est lui qui a alerté les médias pour dire que attention, il y a des policiers devant chez moi, ils viennent m'embarquer, je ne sais pas pourquoi. Mais après que les policiers l'aient embarqué, qu'ils soient revenus, on a constaté dans les faits qu'il y avait plus de policiers que d'habitude. Au niveau du parquet, on dit que sa garde lui a été retirée et il a été mis en résidence surveillée. Il y a une vingtaine de policiers qui ont été commis pour sa sécurité parce qu'il est en résidence surveillée. Mais le ministre a fait une déclaration, il dit « Je suis revenu comme un homme libre, je ne suis pas en résidence surveillée, je ne suis pas arrêté. » Ok, supposons par impossible que le ministre est revenu en homme libre. Mais qu'est-ce qui justifie l'augmentation des policiers affectés à sa garde? Est-ce que le ministre a reçu des menaces de mort? Est-ce qu'il y a à craindre pour sa vie? Est-ce qu'il y a à craindre pour sa sécurité? Si les policiers qui ont été augmentés auprès du ministre ne sont pas là pour les besoins de sa sécurité, la logique veut qu'ils soient là pour les besoins de sa détention. Il est en résidence surveillée. Nous saurons le tout le 3 juillet parce que l'affaire a été renvoyée au 3 juillet. J'étais en train de vous lire, chers amis, usage de faux pour expliquer la flagrance. J'étais en train de vous expliquer avec l'ordonnance qui donne les prérogatives des différents ministères. Vous expliquez que dans la matière des propositions de loi, vis-à-vis de notre gouvernement actuel, ce n'est pas une matière qui relève exclusivement du ministre ou du ministère de la Justice. C'est une matière qui relève concurremment, on peut le dire, du ministère de la Justice et du ministère des Relations avec les Parlements. Parce que nous avons un ministère des Relations avec les Parlements qui est repris dans l'ordonnance qui donne les prérogatives des différents ministères. Alors, je vais vous lire les prérogatives de ce ministère-là. Puis vous allez voir ce que je vous raconte, je ne l'invente pas. Alors, ministère des Relations avec les Parlements, représentation du gouvernement à l'Assemblée nationale, prérogatives, facilitation des relations entre les membres du gouvernement et les députés et les sénateurs, proposition, coordination et mise en œuvre des actions tendant à promouvoir et à consolider les relations entre le gouvernement et les chambres du Parlement, coordination du programme législatif du gouvernement, information sur l'état d'avancement des projets de loi initiés par les membres du gouvernement, contribution à l'enrichissement des projets et proposition des textes à caractère législatif,
ainsi qu'à l'actualisation de lois en concertation avec les membres du gouvernement concernés. Donc, si le Premier ministre avait pensé que les propositions de loi relevaient du ministre de la Justice, le ministre de la Justice, sur base de l'ordonnance qui donne les prérogatives à chacun des membres du cabinet, à chacun des membres du gouvernement, devrait remettre cette prérogative ou cette tâche-là aux deux ministres, le ministre de la Justice et le ministre du Parlement. De sorte que le fait de ne remettre la tâche qu'au ministre de la Justice sans aucun soubassement légal ni réglementaire fait des décisions ou des conclusions du ministre de la Justice, ça rend ces conclusions-là et des conclusions irrégulières ne peuvent pas produire des effets. Quel est l'effet que les conclusions du ministre de la Justice ont produites? Elles ont permis au Parlement de commencer les délibérations. Alors que le Parlement ne pouvait pas commencer les délibérations, il devait attendre l'avis du gouvernement. Donc voilà la conséquence pertinente que l'avis du ministère de la Justice a créée avec son document qui est falsifié. On dit document falsifié parce que le document porte sur l'avis du gouvernement alors que c'est faux, ce n'est pas l'avis du gouvernement. Moi, si je fais un document au nom de quelqu'un, par exemple, j'ai une amie qui a l'habitude de me laisser sa fille pour garder la fille. Tout le monde sait que je garde la fille est habituée avec moi parce que l'enfant est habitué avec moi et j'ai l'habitude de garder l'enfant. Et je fais un document comme quoi le parent me donne la tutelle de l'enfant. C'est un faux document. Parce que le pouvoir que j'ai sur l'enfant n'est qu'un pouvoir de garde temporaire sur délégation des parents. Je n'ai pas un pouvoir de tutelle sur l'enfant. Parce que la tutelle a d'autres conséquences. Donc, le pouvoir que le ministre de la Justice a par rapport aux propositions de lois ordinaires n'est pas le même pouvoir par rapport aux propositions de lois organiques. Les lois organiques doivent être décidées en Conseil des ministres. Autre chose que je voulais nous faire remarquer, nous avons... Attendez. Je cherche encore le ministre du Parlement. À part le ministre pour les relations avec le Parlement, nous avons un autre ministre. Nous avons le ministre près le président de la République. Le ministre près le président de la République, il participe aux travaux des commissions interministérielles et il fait rapport de ses activités au président de la République. Donc, comme la commission, on a une commission interministérielle qui s'occupe des textes des lois et des textes de projets de loi. Hein. Comment ils ont appelé encore la commission interministérielle? La commission interministérielle permanente qui s'occupe, ECOFIN, qui s'occupe des lois et des textes réglementaires. Le ministre, près le président de la République, participe à cette commission-là. Le ministre chargé des relations avec le Parlement participe à cette commission-là. Le ministre de la Justice participe à cette commission-là. Donc, il n'est pas logique et on ne s'explique pas comment le Premier ministre décide que cette activité ou l'avis à remettre au Parlement ne devrait relever que du ministre de la Justice. Nous disons non. Voilà, chers amis, la petite analyse que j'avais faite pour nous démontrer que l'acte ou le document que le ministre de la Justice avait envoyé au niveau du Parlement est un document falsifié, dans la mesure où le document contient des renseignements ou des informations qui ne sont pas vérifiées. L'information notamment de dire que l'avis qu'il a envoyé est un avis du gouvernement. Ce n'est pas un avis du gouvernement puisque la loi telle que nous vous l'avons démontré nous enseigne que le gouvernement décide dans une instance légale reconnue qui est le Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, c'est quoi? C'est la rencontre dans laquelle nous avons le président, le Premier ministre et les autres ministres en train de débattre des matières qui sont de l'attribution du gouvernement. En d'autres termes, pour que cet avis-là du ministre de la Justice soit régulier, ça aurait été débattu au niveau du Conseil du ministre à laquelle réunion le président de la République devait prendre part. Le fait qu'ils aient décidé à leur façon, le ministre de la Justice dans son bureau rend l'avis irrégulier. Et la conséquence aurait été pour le Parlement de stopper les travaux.
S'ils ne veulent pas stopper ces travaux-là pour quelque raison que ce soit, de stopper les travaux parce que le document qui leur a permis de commencer les travaux avant l'expiration du délai constitutionnel de 15 jours est un document irrégulier qui ne peut pas produire les effets qu'il a produits, de leur donner le go-ahead, de leur donner le feu vert pour commencer les délibérations. Nous allons voir la suite des choses. Moi je suis très intéressé de voir la suite des choses, de savoir qu'est-ce qui va se dire le 3. Le ministre de la Justice, il nous dit qu'il a fait son travail. Ben, on va voir comment il comprend ce travail-là, puisque la loi est claire. Ce n'est pas pour rien que la loi a fait une différence entre les lois ordinaires et les lois organiques. C'est parce que chacune des lois a des conséquences différentes dans l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo. Donc, le 3 juillet, nous serons fixés. Chers amis. Voilà un peu ce que j'avais préparé pour vous par rapport aux propositions de loi et à l'interpellation du ministre de la Justice. Autre chose, je pense que le parquet, le ministère public doit se saisir de M. Emmanuel Chadar. Parce que dans le code pénal, il est interdit de menacer, de provoquer l'instabilité du pays. Donc, il est interdit de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité du pays, et la sûreté du pays. Nous avons entendu Emmanuel Chadari dans un discours partisan lors d'une réunion partisane à laquelle a pris part la présidente de l'Assemblée nationale dire que le PPRD sont très déçus de l'allure que prennent les choses parce qu'ils pensent qu'il y a une dictature qui est en train de s'installer. Ils vont prendre les mesures qui s'imposent, qui vont aller jusqu'à déstabiliser ce pays. Qui es-tu, Emmanuel Chadar, pour menacer toute une nation? Tu es membre du PPRD. Le PPRD, ce n'est pas le papa de tous les Congolais. Le PPRD, c'est les partis politiques des FCCiens, des kabylistes et les personnes qui acceptent la philosophie ou l'idéologie de Joseph Kabila. Ça ne te donne pas le droit de menacer toute la République. Nous allons déstabiliser ce pays. Je pense que les individus comme Emmanuel Chadar, les individus comme Kikaya Bin Karoubi, le parquet doit se saisir d'eux parce qu'ils ont commis des infractions sur la place publique. Sur la place publique. Ils veulent entreprendre des hostilités, déstabiliser le pays. Dans quelle mesure ils comptent déstabiliser le pays? Dans quelle mesure? De quelle façon? De quelle façon? Parce que le code pénal punit ces agissements-là. Je vais juste chercher l'article pour vous. Des atteintes à la sûreté de l'État. Des atteintes à la sûreté de l'État dans le code pénal. Je ne sais pas, j'ai l'impression que nos autorités là ne lisent pas les lois. Des atteintes à la sûreté intérieure de l'État. Nous sommes dans le code pénal congolais. Article 193. Article 193. L'article 193 parle beaucoup plus d'un complot contre la vie ou la personne du chef de l'État. Un complot, ça veut dire c'est une entreprise criminelle visant la mort ou bien atteindre à la vie du chef de l'État. Donc les gens qui écrivent là n'importe comment sur les réseaux sociaux, oh non, voilà, Félix Tshisekedi, à coup faute, sachez que vous êtes en train de prononcer des paroles lourdes de conséquences. Voilà. Je vais au paragraphe 2. Nous sommes toujours dans le code pénal. Article 195. On parle des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire. L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les habitants ou les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'État ou à s'armer les uns contre les autres,
soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national sera puni de servitude pénale à perpétuité. Donc, quand vous dites aux gens là, soulevez-vous, prenez des armes, ces gens, on doit les arrêter, on doit faire ceci, vous donnez des machettes aux jeunes, vous êtes sous le coup de l'article 195. Lorsqu'on va vous amener au parquet là, puis vous allez commencer à dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Lisez les lois. On vous a dit que nous sommes dans un état de droit. Le président de la République dans son discours TikTok en passant, discours Moko et Linda. N'en déplaise à ceux qui pensent autrement. Un discours, vous avez entendu le ton? Est-ce que vous avez entendu le ton de ces discours-là? Le président de la République, son Excellence, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a dit ceci. L'état de droit est au pouvoir judiciaire. C'est que le sang est au corps humain. Est-ce qu'un corps humain peut vivre sans le sang? Si tu te vides de ton sang, la suite est la mort. Donc, si l'état de droit qui assure l'indépendance du pouvoir judiciaire est mis à mal, on ne pourra pas s'en sortir. L'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est l'épine dorsale pour la concrétisation d'un état de droit. Maintenant, quand vous incitez les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'État, ou les uns contre les autres, vous envoyez les jeunes du PPRD aller attaquer les commerçants qui font le transport public, communément appelés les Wewa. Vous envoyez les jeunes du PPRD, au lieu de leur donner des idéologies de l'État, au lieu de leur donner des idéologies nationales, au lieu de leur donner des idéologies qui vont les amener à comprendre la gestion de la chose publique, vous leur donnez des idéologies de haine et de division. Vous montez les jeunes Congolais contre d'autres jeunes Congolais en leur miroitant la séparation des idées politiques ou la différence des idées politiques. Vous êtes sous le coup de l'article 195. Sachez-le, servitude pénale à perpétuité. Ou Moukamate, quand ça va venir, il ne faudrait pas pleurer. Pour Moukolomoroli là. Maintenant, article 196. Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 195 sera puni d'une servitude pénale de 10 à 15 ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution et d'une servitude pénale de 5 à 10 ans dans le cas contraire. Donc, vous avez pensé votre plan, vous n'êtes pas arrivé encore au bout, mais vous avez commencé ce qu'on appelle un commencement d'exécution. Comme les personnes là qui ont été arrêtées, avec les jeunes à qui ils ont fourni des machettes, 196. 196. Parce qu'ils étaient de monter ces jeunes-là contre d'autres jeunes et surtout contre l'autorité de l'État. Maintenant, article 197. Quiconque, hors les cas prévus aux articles 195 et 196, aura entrepris par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national sera puni d'une servitude pénale de 1 à 5 ans. Donc, il faut qu'Emmanuel Shadari lise cette disposition du code pénal. C'est une disposition intéressante. Quand vous prenez le micro et vous dites nous allons déstabiliser ce pays. Code pénal. Code pénal ou Moukamate en téléchargement. Voilà, chers amis, c'est la journée de l'indépendance. J'avais voulu, tout solo nanabiso makambwa feti indépendance, tout sepela nabiso indépendance, mais il y avait des sujets quand même pour lesquels je voulais changer avec vous parce qu'il y a des amis qui m'ont posé des questions. Et puis, chers amis, je vais juste, bon, j'ai fini l'analyse avec les propositions de loi, j'ai fini l'analyse avec l'interpellation du vice-premier ministre, ministre de la Justice. Je fais une petite parenthèse sur le discours d'Emmanuel Shadari pour montrer que c'était un discours lourd de conséquences parce que les propos qu'il a tenus sont constitutifs de l'infraction de menace à l'intégrité du territoire qui sont régis par l'article 195 et suivant du Code pénal congolais. Je ferme toutes mes parenthèses. Maintenant, je suis dans les divers. Chers amis, il y a des amis qui m'écrivent, qui me disent « Oh, maman m'a dit, on aimerait avoir l'analyse que tu as fait sur telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. » Si vous me demandez les documents, moi je vais bien vous l'envoyer. Je n'ai pas de problème avec ça. Je fais l'analyse pour vulgariser parce que je trouve que c'est la contribution que je peux donner à notre démocratie naissante. On ne donne que ce qu'on a. Moi, ce que j'ai, c'est la compréhension du droit et je la partage avec vous parce que nous avons des compétences différentes.
Moi, je suis juriste, il y en a qui sont des enseignants, il y en a qui sont des médecins, des commerçants, peu importe. Mais ce sont des documents de mon analyse personnelle. Lorsque je vous envoie les documents, dans un email, dans un message, le document est signé. Je vous dis que le document est protégé par le droit d'auteur. Ne vous cassez pas en 1000 morceaux pour le changer et enlever ma signature. Ça ne vous avance pas. Ce n'est pas de l'honnêteté intellectuelle. Je ne veux pas faire payer ces vulgarisations que je donne. Je le donne volontairement. Personne ne m'a obligé à le faire. Personne ne m'a poussé à le faire. J'aime le faire parce que je trouve que c'est pertinent d'expliquer les termes ou les concepts de droit, de nous les expliquer, surtout aux amis qui ne sont pas juristes. Mais je suis vraiment en train de demander à certains amis, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de faire ce genre d'attitude, ça ne nous honore pas. Autre chose, il y a des amis qui me posent des questions. Il faut savoir que moi, je suis avocate. En tant qu'avocate, je suis soumise au code de déontologie des avocats. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire juste par une conversation de Facebook. Ça va prendre une consultation en bonne et due forme. Lorsque je fais mes analyses, je fais des analyses sur une situation qui se passe dans le pays. Mais lorsque vous m'appelez et puis vous me dites « Ah, mais maître, moi j'ai tel problème, Maman Magui, pardon, j'ai tel problème », vous m'appelez parce que vous savez que je suis avocate. Si je vous donne juste mon point de vue, moi je peux vous donner mon point de vue en tant que Maman Magui, mais vous allez prendre ce point de vue-là comme le point de vue d'un juriste parce que vous savez que je suis avocate. Il faut que le point de vue soit pertinent parce que c'est le point de vue d'un professionnel. Pour qu'il soit pertinent, je dois avoir tous les éléments qui entourent la situation. Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas aller chez un médecin et lui dire « Oh, docteur, prescrivez-moi quelque chose, j'ai la malaria. » Non. Le médecin va vous poser la question « Qu'est-ce que vous sentez ?» Vous allez commencer à lui expliquer « J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, je n'ai pas d'appétit, j'ai ceci, j'ai ceci. » Peut-être vous pensez que c'est la malaria, le médecin va vous dire autre chose. Parce que les symptômes que vous lui avez mentionnés, c'est le médecin qui va poser le diagnostic. Vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi bien évidemment, lors du procès de 100 jours, à un moment donné, il y avait une audience, je pense l'audience où les témoins ont défilé. Le bâtonnier Coco Kayudi a donné un principe de droit, mais c'est un principe en latin qui dit Dami factum dabo iure. Donne-moi les faits, je te donnerai le droit. Il y a des gens qui m'écrivent et puis des paroles vraiment méchantes. Ah, t'es orgueilleuse, ah, t'es fière. Je te posais juste une question, tu me fais marcher, tu ne veux pas répondre. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Il y a des gens qui m'appellent. Si vous voulez avoir un point de vue professionnel, ça doit se faire dans un cadre professionnel. Ça doit vraiment se faire dans un cadre professionnel parce que moi, j'ai un permis à protéger. Je ne veux pas risquer mon permis parce que je veux vous faire plaisir. Non. Et si ça ne vous plaît pas, bloquez-moi. Voilà. Je tenais à faire cette précision parce que c'est des choses qui reviennent. Je veux bien donner une idée, je veux bien donner une orientation, mais je ne vous donnerai pas un avis professionnel. Oubliez ça. Vous voulez un avis professionnel, je veux vous dire comment on va le faire. Si vous êtes ici, vous allez passer au cabinet. Si vous n'êtes pas ici, on va bloquer un horaire et puis on va discuter correctement. Maintenant, je ne peux plus ajouter des amis. Je vois des gens qui m'écrivent, mais je ne peux plus t'ajouter, je ne peux plus t'ajouter. Moi aussi, je me suis rendu compte qu'il y a des demandes d'amis que j'ai reçues, je ne peux plus les ajouter. Ce que vous pouvez faire, chers amis, c'est juste cliquer suivre. Parce que j'ai écrit, j'ai fait un rapport. Là, vous savez, quand vous envoyez des rapports à Facebook pour qu'on vous dit quand vous avez un problème. Et ils m'ont dit que mes amis ou mes potentiels amis, vous pouvez juste cliquer suivre. Si vous cliquez suivre, vous pouvez avoir accès toujours à ma page. Je ne peux plus ajouter des nombres d'amis. Je pense qu'ils m'ont dit qu'il y a une limite des nombres d'amis, des affaires comme ça. Là. Bon, too bad. Mais si vous faites suivre, je pense que vous pouvez me suivre. Et moi, si je vous vois, je peux aussi vous suivre comme ça. On est en communication. De toutes les façons, j'ai ouvert mon Messenger. Ceux qui m'écrivent l'ont remarqué. Même ceux qui ne sont pas mes amis, même ceux qui ne me suivent pas, ils m'écrivent. Quand vous m'écrivez, je réponds lorsque j'ai le temps. Hein. Sachez que je suis maman, j'ai mon travail. Ne m'écrivez pas tôt le matin et puis vous attendez la réponse. Non, moi, je ne peux pas me réveiller. Puis je me connecte sur Facebook. Je me connecte quand j'ai le temps et puis j'essaie de répondre aux messages des amis qui m'écrivent. Comme ça, on garde la conversation, on continue. We keep the talk going, comme on dit. Voilà. Voilà
Hein, quelques points que j'avais pour vous. Merci beaucoup aux amis qui m'ont envoyé les vœux de l'indépendance. Tout est sous indépendance, tcha. Aussi, c'est ma solo à droite, parce que comme dans ma solo, il y a indépendance. Indépendance, tcha. Tozouiye. Ok, Pwanza. Oli Panda. Touba qui dit. Alors, je vais saluer mes amis. Bokoma, Bokoma Penza. C'est beaucoup de choses. Je ne pourrais pas les lire tous en même temps. Bonsoir Jean-Désiré, Michel Mahamba, merci beaucoup. Lane Saka, bonne fête de l'indépendance, merci. Emmanuel, Jonathan Chim, c'est gentil. Vicky Lumpungu, merci beaucoup. C'est gentil. Tout le monde a indépendance. Indépendance, tcha. Laurent Bombo, chacun a propre. Bonne fête de l'indépendance. Innocent Panzou, je te salue mon frère. Chadaria sa milice à l'est. Continue. Code pénal Egoya au Kangé, Malembe Nyonso. Le président dit état de droit en marche. Pour l'état de droit, tout ça takinga, pas de chemin retour. Avant. Évangéliste Thomas Koua, bonjour. Martin Delacroix, je te salue mon frère. Bonne fête de l'indépendance. Ma grande sœur Yayewa Nimwema, Mwanzan Kongolo Oye, Marie-Josée Chiboa Matadi. Bisous. Bonne fête de l'indépendance. Docteur Kingata, les données politiques ne peuvent pas avoir de dessus sur le droit. Le droit, c'est la règle de droit, c'est le thermomètre, si l'on peut se permettre le terme. C'est la règle de droit qui doit nous ramener tous sur le chemin. La politique, elle est versatile. On ne peut pas laisser la politique nous guider. Valentin Oscar Moutombo, bonjour. Aimé Dempiana, bonne fête de l'indépendance. Yes. Claude Moukeba, bonne fête de l'indépendance. Alphonse Kama, bonsoir. Yes. Aucun point Zatouba qui dit. Voilà, c'est ça. Nyangui Lekayembe, ami d'enfance. Bonne fête de l'indépendance. Christine Mokoma, bonsoir. Anakle Lukusa. Watafa, Wakutuma. Olokotika à pouvoir te. Pepe Lukamba démissionné te. Hein? On fait comment? Bonne fête de l'indépendance. Badi Bof, je te salue mon frère. Maggie, Mandoya à moi. Maggie, Makadi, bonne fête de l'indépendance. Nathalie Mbemba, bonsoir. Ade, Mesdames Moulonda, bonsoir. Indépendance, tcha, tozoui. C'est peu là na congolais, botama congolais au kelengi. Karaboy. Malembe, état de droit. Nous allons retrouver. J'aime bien cette chanson. Nous allons retrouver la valeur du Congolais. Avoir des autorités qui donnent la valeur à leur peuple. C'est ça que nous demandons. Des autorités qui mettent le peuple en avant. Un président qui fait un discours et puis qui martèle l'état de droit. Yo, c'est pilaté. Faut ça quand chor. État de droit lingité. Faut ça quand chor. Tous sont égaux devant la loi. Pour que la loi soit appliquée également à tous. C'est ça que dit la Constitution. Maintenant, vous êtes fâchés pourquoi? Kankou Moulumba, mon frère. I love you. Kankou Moulumba, mon frère. Bonsoir, Yadjo, Kilo, bravo, Docteur Joseph. Maître Carlos Lafaux. Maître Carlos, excuse-moi, je mélange tout le temps. Je mélange l'assaut et défaut. Pardonne-moi. Je vais essayer de ne plus le faire. Jean-Marie Katumba et bonsoir.
Séverin Kanza, bonsoir mon frère. Mon voisin, Rémi Manongo, bonsoir. Je te salue d'en bas. Papi Kitoko, bonsoir. Cédric Chitenge. Mon frère Yves Swal, je te salue. La fierté des jeunes de Mongafula, bonsoir. Yves Swal, un jeune très engagé, même si on ne partage pas les mêmes idées politiques, mais je salue ton courage et ton engagement social surtout auprès des jeunes. Bonsoir Yves Swal. Damien Kabassele, bonsoir. Bonsoir Guy Joseph. Janon Gandou, dit Jano, bonsoir. Ah, dit Jano, tu me rappelles quelque chose. Chers amis, si vous le permettez, je vais prendre rendez-vous avec vous pour demain. Demain, je vais vous suggérer quelque chose de différent. On ne va pas parler politique demain. On ne va pas parler droit en fonction de la pratique. On va toujours parler droit, mais demain, nous allons parler du code des investissements. Ceux qui sont intéressés par les investissements en République démocratique du Congo, prenez rendez-vous avec moi demain. Demain, on va parler du code des investissements. Nous allons parler de projet RDC. Projet RDC, un projet grandiose qui a été mis sur pied par nos compatriotes, des jeunes qui sont en Allemagne. Nous allons en parler demain. Et puis, nous allons parler aussi du projet Globecom. Si je me trompe de nom, veuillez ne pas m'en tenir rigueur. Mais nous avons deux projets dont nous allons parler demain. Un projet qui est mis en place par des juristes des États-Unis en collaboration avec des juristes au niveau de Kinshasa. Et puis un autre projet des jeunes entrepreneurs au niveau de l'Allemagne qui intéresse vraiment la diaspora congolaise. Si vous êtes dans la diaspora et vous êtes intéressé à investir et vous voulez savoir dans quel canal le faire, comment faire un investissement sécure, un investissement qui vous donne la rentabilité sur votre argent, prenez rendez-vous avec nous demain. Nous allons aborder ces deux sujets et puis nous allons vous montrer les avantages que les Congolais de l'étranger ont par rapport au code des investissements. Puisque le code des investissements nous donne des avantages lorsque vous investissez. Dans quel domaine d'investissement vous avez des avantages? Quel genre d'avantages vous pouvez avoir? Comment remplir votre fiche d'investisseur pour obtenir l'accréditation de l'ANAPI? Nous allons parler de ces trois choses importantes demain. Donc demain, notre droit ne sera pas politique, il sera économique. Merci, dit Jeannot. Je t'ai vu et puis ça me rappelle le projet qui a été mis en place par les juristes congolais des États-Unis. Donc, on prend rendez-vous demain pour ceux qui le veulent bien. Je vous remercie d'avance pour votre temps. Alors, chers amis, je vais vous laisser. Je vais aller fêter mon indépendance. Tcha-tcha. Je continue ma solo inbox, ma solo en privé. Ma solo inbox. On parle sans protocole. Tous les cas. Merci et bonne fête de l'indépendance. Bisous, bye.